La petite histoire du jeu de rôle, émission numéro 7, Tunnels and Trolls. Générique. La petite émission du jeu de rôle JDR Factory avec mon ami Romain Estorque et mon ami Matt et Edouard. Nous allons parler d'un jeu de rôle. Moi, je sais pas, Romain, mais pendant longtemps, Tunnels and Trolls, c'était un peu un sous-jeu de rôle, hein, je voudrais pas dire. Et oui, Farid, on peut dire que c'est même un jeu qui ne figure pas parmi les stars de l'histoire du jeu de rôle, du moins quand on considère la célébrité. C'est resté un jeu de niche. Ok, bah, Tunnels and Trolls, c'est plusieurs auteurs, surtout Ken Saint-André, et on va en parler pendant un petit moment, et afin qu'on puisse en parler encore plus, et parler d'autres jeux de rôle, n'hésitez pas à vous abonner ici, à liker là, etc. Ça va nous aider parce que c'est que du bénévolat, on fait ça gracieusement, et n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Alors, Tunnels and Trolls, c'est Ken Saint-André, je prends mes notes. C'est Rick Loomis, Liz Danforth pour les illustrations. Rick Loomis qui est un peu le patron, mais c'est surtout Ken Saint-André. Et ce gars, c'est... Quel personnage! C'est un rigolo, en fait. Ah, c'est incroyable. Et un précurseur. Oui. Ken Saint-André, il ne vient pas du monde du wargame, c'est pas du tout le même univers que Dave Arneson ou Gary Gygax. C'est quelqu'un qui connaît le jeu de rôle, c'est quelqu'un bien entendu qui est un joueur, mais il va apporter des innovations à la fois dans le ton, le style et le game design qui sont phénoménales. Et à commencer par le titre. Si on regarde Tunnels and Trolls, ça fait TNT, c'est évidemment une allusion plaisante à D&D, Dungeons and Dragons. Et son Tunnels et Trolls va introduire un élément dans la fantasy qui va nous faire sortir des références à Tolkien, Jack Vance, Burroughs, tout ce qui faisait l'essence de Donjons et Dragons, pour apporter un élément des années avant Terry Pratchett, à savoir l'humour dans la fantasy, à savoir du comique. C'est sérieux le jeu de rôle, non? Bon enfant, ah ben, pour lui, c'est sérieux, mais en s'amusant, en rigolant, et justement avec une dimension de second degré, humoristique, qu'on voit dans les illustrations de Liz Danforth, et carrément dans le système de jeu, et plus particulièrement dans le système de magie. Alors, Tunnels and Trolls, c'est... un an après la sortie de Donjons et Dragons. Donc déjà, le gars, il y va, quoi. Il est presque un an après la sortie de Donjons et Dragons, donc en 75. Oui. C'est déjà un précurseur sur plusieurs domaines. Ah, précurseur, inventeur, innovateur. Quand on se plonge dans les règles de Tunnels et Trolls, on est stupéfait de voir des mécaniques de jeu que nous n'avons jamais vu. On est en 1975, c'est très tôt évidemment, mais qui vont après être réutilisés jusqu'à nos jours. Jusqu'en 2020, on utilise ces mécaniques. Alors je crois qu'il faut un petit peu en parler, à commencer d'abord par les personnages que l'on joue. Les personnages que l'on joue sont divisés en races et classes, chose qui n'existait pas dans Original Dungeons and Dragons. Mais encore plus, on peut jouer, et c'est le premier à faire ça, c'est le premier game designer qui propose à ses joueurs d'incarner des races entre guillemets, de monstres. On ne joue pas seulement les races, les espèces les plus communes dans la fantasy, hein, le nain, l'elfe, l'humain. Non, on peut jouer une petite fée, un gros troll, je ne sais quoi. Et cela, c'est très, très innovant. Également dans les classes de personnages. Il n'y en a que 2, enfin 4. En gros, on joue le warrior ou le wizard. On joue le jeteur de sorts ou le guerrier. Et puis, il y a 2 sous-classes qui sont des mélanges des deux, dont une qui s'appelle le rogue, qui, contrairement à ce que c'est devenu aujourd'hui, n'est pas le voleur roublard de Donjons et Dragons. Qui récupère les loots à chaque fois. Exactement. Non, c'est tout simplement un guerrier qui peut lancer des sorts, mais avec un petit peu moins d'avantages dans l'une et l'autre des classes. Et puis, il y a le warrior wizard, qui est donc le mélange là aussi des deux. Disons que le rogue est plus warrior que wizard, et le warrior wizard est plus wizard que le warrior. Voilà, pour résumer. Mais ce n'est pas tout. C'est un système qui n'utilise pas les dés polyédriques. Il utilise le bon vieux dé à 6 faces. Et 3. Et 3, voilà.
quant au principe du lancer de dés, il invente aussi quelque chose qu'on va retrouver dans quantité de jeux de rôle, le concept du dé explosif. C'est-à-dire que quand je fais 6, eh ben, je continue à lancer. Alors on va retrouver ça dans... Attends, Romain, on est en Oui. 75. Oui. Le gars, il invente déjà le principe de l'open-ended rolls, le jet sans fin. L'open-ended roll, Ou exactement. des explosifs. Voilà, ceux qui connaissent 7C, ceux qui connaissent Rollmaster, ceux qui connaissent, même dans Shadowrun, il y a ce concept aussi un petit peu, c'est Ken Saint-André qui, le premier, propose ces jets phénoménaux qui héroïsent le personnage. Parce que du coup, avec un simple dé, tu vas être capable de faire des exploits. Alors, dans les autres innovations, il n'y a pas que ça. Alors attends, parce que oui. avant, pour le système de jeu, on a 6 caractéristiques. Oui. On a pratiquement que ça pour définir le personnage. Oui, parce que c'est très simple. Il faut quand même préciser que c'est un jeu qui s'adresse à des personnes qui, justement, sont peut-être un peu allergiques à l'aspect wargame, à l'aspect ultra simulationniste que voulaient donner Hanson et Gigax. Et c'est peut-être pour ça qu'ils remplacent... c'est les mêmes caractéristiques Donjons Dragons, sauf une. À la place de la sagesse, pour peut-être s'éloigner du wargame, Voilà. justement, et l'aspect logique et mathématique. Exactement. Ils rajoutent la caractéristique, enfin, ils remplacent avec la caractéristique... La chance, qui permet de déterminer les jets de sauvegarde, en quelque sorte. Et sinon, les autres caractéristiques sont les mêmes qu'à DD. Il ne s'arrête pas là dans ses innovations, il va encore plus loin. Pour le système de magie, il invente le concept des points de magie. On ne mémorise pas les sorts, on n'a pas une quantité limitée de sortilèges comme dans Donjons et Dragons. Non, on a un pool, un réservoir de points de magie qui est basé sur la caractéristique force. Donc la magie se lance avec la force. Ce qui est assez plaisant d'ailleurs comme idée. Et parce que ça veut dire que ça prend de l'énergie physique. Et ensuite, il ajoute également une nouveauté, c'est sur l'armure. Parce que dans DD, l'armure, c'est finalement une sorte de valeur fixe qui va déterminer si tu peux toucher ou non ton adversaire. Chez lui, eh bien, c'est un concept, j'allais dire, peut-être plus rationnel, peut-être plus logique, et pour cause, puisqu'il est toujours adopté aujourd'hui, tous les jeux qui intègrent une dimension d'armure, je crois, utilisent ce système, c'est qu'elle enlève des dégâts. C'est une sorte de bouclier qui va, si tu as 5 d'armure, eh bien j'enlève 5 au point de dégâts que tu m'infliges. Donc ça, c'est aussi Ken Saint-André qui invente ce concept. Alors ça fait déjà beaucoup. Principe qu'on retrouve en jeu de rôle, jeu de plateau, jeu vidéo. Voilà, c'est devenu une règle universelle dans le jeu de rôle. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est parce qu'il a des idées, il foisonne d'idées. Comme il vient d'un univers plutôt créatif, littéraire, il a l'idée d'une formule qui va rester très célèbre et qui vient de lui. C'est roleplay plutôt que roleplay. Alors en anglais... Okay. Attends, non, là t'as 15 ans d'avance, c'est l'Empire là. Non. C'est le drama, c'est le roleplay. Non, c'est Ken Saint-André Farid. Ainsi. Juste un an après. Oui, juste un an après DD, il considère que le joueur doit, jouer. Interpréter. Eh oui, interpréter, jouer. Et d'ailleurs, il invente un autre terme. Parce qu'on a... dans Donjons et Dragons, c'est le Dungeon Master, n'est-ce pas, qui est le maître de jeu. Mais justement, lui, il invente un terme, Game Master. C'est la première fois dans l'histoire du jeu de rôle. Alors, certains disent qu'on le trouve dans d'autres jeux, mais c'est vraiment théorisé et mis en pratique pour la première fois dans Tunnels et Trolls, cette idée qu'il y a un maître du jeu qui canalise, gère, arbitre, arbitre l'histoire, arbitre l'interprétation des personnages. Et les joueurs on leur propose donc de faire du roleplay, R-O-L-E, jeu de rôle littéralement, plutôt que du roll, R-O-2-L, to roll en anglais, jeter les dés. C'est une immense innovation. Alors après, on connaît la formule de Gigax, quand il dit que les règles sont là pour que le maître de jeu il fait rouler des dés derrière l'écran. Bon, il y avait un peu cette idée aussi chez lui, il ne faut pas non plus totalement les opposer. Mais c'est vraiment mis en scène, théorisé par Ken Saint-André. Et pour l'immersion, il ajoute même quelque chose dans le système de magie. Les sorts ont des noms loufoques, assez amusants. C'est des sorts, je vais vous en donner quelques exemples. Dans les sorts de Tunnels et Trolls, vous avez dans la liste des noms
qui effectivement prête à sourire et qui change. Bon, alors certes, on trouve Detect Magic, ça va pas changer, mais c'est knock knock pour ouvrir les portes. Et il faut le déclamer en plus. Hein. Voilà, knock knock. Exactement, il fallait le crier quand tu attaques un sort d'attaque qui s'appelle Take that, you fiend. Prends ça, sale monstre, qui était le nom du sort, ou encore des formules genre Yassa Massa, qui permet de dominer quelqu'un. Vous aviez voilà des noms Curse You, qui est un sort, etc. Donc Wink Wing, des sorts qui utilisent des onomatopées, qui utilisent des allitérations comme cela, et qui font un peu formule magique, un peu comme le célèbre Abracadabra, qui est une vieille formule dont il existe plusieurs origines, mais qui justement permet comment dire, de s'immerger dans le rôle d'un jeteur de sorts, avec cet aspect un petit peu comique, effectivement. Voilà. Et le gars, donc déjà, il voulait imposer du fun pendant les parties de jeu de rôle, de l'extraverti, du spectaculaire, donc il était prêt pour de l'actual play. Ah, totalement. Son système de combat, d'ailleurs, il est incroyable. Le système de combat, c'est une sorte de bataille géante qui marche. Alors, il a un énorme avantage, c'est qu'il marche à la fois pour des petits groupes ou bien pour des combats de masse. C'est-à-dire, en gros, je schématise, on additionne la force de chaque camp et une fois qu'on a ajouté les bonus, tout cela, la différence, c'est le nombre de points de dégâts infligés à l'autre camp à répartir. Voilà, c'est très simple, c'est très fluide. Ça coince quand il y a l'égalité. Voilà, ça coince un petit peu quand il y a égalité, évidemment, ça fait du statu quo. Quoique ça doit rajouter, peut-être que c'était voulu, c'est un peu comique aussi. Et justement, il a ces idées comme ça incroyables de fluidité, de rapidité, et puis on garde le meilleur pour la fin. C'est l'innovation, parce que c'est l'inventeur d'un genre. Littéralement. Pratiquement. Ouais, et c'est un petit peu inspiré d'éléments déjà existants, mais très intimes. Mais c'est vrai, c'est quand même le gars Château Bison, qui invente le gamebook, le livre-jeu, livre dont vous êtes le héros, comme l'a appelé Gallimard quand ils ont récupéré les gamebooks de Ian Livingstone et Steve Jackson. Le gars, le jeu de rôle, c'est aussi du livre-jeu, c'est aussi du jeu solo. Exactement. Et d'ailleurs, dans certaines campagnes commerciales de Tunnels and Trolls, on voyait jouer tout seul ou jouer en groupe à Tunnels and Trolls. Donc, il invente pratiquement le livre-jeu. Incroyable. Le livre-jeu, il y a eu des expériences dans la littérature dès la fin du 19e siècle. Et puis, il y a des auteurs célèbres comme Borges, qui ont proposé d'écrire de la littérature, Queneau également, sur la base de choix, sur la base de divers embranchements, mais au sens du jeu, au sens de livre-jeu, d'amusement. Oui, c'est Ken Saint-André, avant les fameux Fighting Fantasy, sorciers de la montagne de feu, donc la grande invention des Anglais Steve Jackson et Ian Livingstone, c'est Ken Saint-André qui propose de jouer avec ce système de choix multiples qui renvoie à des paragraphes, donc le fameux livre dont vous êtes le héros. Et il y en a eu beaucoup, il y en a eu une vingtaine de modules. Un des plus célèbres s'appelait Death Trap Equalizer, dont le titre assez amusant d'ailleurs, ou le célèbre, l'emblématique Buffalo Castle, le château bison. D'ailleurs, l'éditeur s'appelait Flying Buffalo. Un des éditeurs. Le bison volant. Le bison volant. On voit que les gars, c'est des rigolos. Exactement. Et ce côté un petit peu parodique, quasi pratchettien, si je puis dire, se voit dans les illustrations. Je me rappelle d'une illustration dans Flying Buffalo. Voilà, l'aspirine, on trouve de l'aspirine dans le donjon. Voilà, on trouve de l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans ce jeu, mais qui n'en demeure pas moins sérieux. Ça n'est pas toon, ça n'est pas, c'est pas une critique d'ailleurs, hein, mais je veux dire par là que l'humour n'est pas une fin du jeu. C'est un des moyens ajouter du fun, mais le jeu reste un vrai jeu médiéval fantastique, sans trop d'univers développé, cela dit. Alors justement, ce que peut-être je reprochais au départ, c'est que du fait de ces gamebooks livres-jeux,
c'est que très longtemps, le principe, les systèmes de Tunnels and Trolls étaient assimilés à un système pour livre-jeu. Voilà. Un peu comme ceux qu'on connaît, celui que tu as cité, Exactement. le Sorcier de la Montagne de Feu, et puis le Labyrinthe de la Mort, etc. Voilà. C'est vrai, l'univers de Tunnels et Trolls n'a été réellement développé. Il avait son univers en tête, Ken Saint-André, mais il l'a développé plus tard parce qu'il a fait beaucoup de produits différents. Il avait commencé avec un jeu qui s'appelait Monsters, qu'il a après réécrit. En gros, c'est Tunnels et Trolls, mais on joue exclusivement des monstres. C'est-à-dire c'est un développement de ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir les joueurs jouent des monstres. Et puis, il a développé son univers de la Terre des Trolls, c'est un peu comme cela qu'on l'appelle, parce qu'il faut savoir que Tunnels et Trolls n'est pas un jeu mort, ce n'est pas un jeu décédé. C'est un jeu qui, jusqu'à l'an dernier, a eu encore une continuité. Il y a eu un nombre d'éditions. J'ai vu, 75, 76, 77, 78, chaque année, une nouvelle édition. Chaque fois une nouvelle édition. Exactement. Bon, après, ça s'est un peu calmé. Et gros succès international, surtout au Japon. Oui. 100 000 exemplaires vendus, et les Japonais, ils adorent. Et oui. Ils adorent. Et d'ailleurs, pour la dernière édition de Tunnels and Trolls, ils ont récupéré des créations japonaises qu'ils ont intégrées dans le dernier bouquin. Absolument. C'est un des systèmes de jeu les plus populaires au Japon. Ça a été un des plus populaires, avec un autre système dont nous parlerons sans doute dans une autre émission, celui de James Bond, qui a été un succès phénoménal. Les chiffres que tu annonces dans l'industrie du jeu de rôle, surtout l'industrie du jeu de rôle balbutiante, sont incroyables, le chiffre de vente. Et gros succès. Un peu moins, c'est vrai, dans nos contrées où, comme on le disait en début d'émission, le jeu a été cantonné à quelques aficionados, mais les innovations qu'il a apportées, elles, sont, on l'a vu, j'en ai donné quelques-unes, légion, et on retrouve tout cela. Tu vois, par exemple, le coup des sorts qu'il fallait comme ça déclamer, on retrouve ça dans l'œil noir. Eh oui. Dans l'œil noir, les sorts portent des formules un peu à la abracadabra, genre Ban Baladi, Fulminictus. C'était dans les habitués de l'œil noir. Nous en reparlerons sans doute une autre fois de ce grand jeu allemand. Devaient aussi déclamer. Eh bien, ça, c'est Ken Saint-André. Ça vient de Tunnels et Trolls. Nombre d'innovations. Juste un an après le premier jeu de rôle. C'est incroyable et il mérite que l'on s'attarde sur sa création et sa personne. Donc Tunnels and Trolls, vous avez compris, c'est un ovni. Son auteur, c'est un extraterrestre. Ken Saint-André, alors moi, son nom, il m'a toujours fait kiffer. J'ai l'impression que c'est un nom d'un méchant d'un film de James Bond, comme on parlait de James Bond. Oui. Le gars, alors quand même, si vous avez la chance d'aller peut-être sur une future Gen Con à Indianapolis, c'est quand même sûrement le plus vieil auteur de jeux de rôle encore vivant, oui. Quand même. Oui. Donc n'hésitez pas à l'aborder, lui passer le bonjour de notre part, de JDR Factory. Voilà. Le gars, on va le retrouver sur un autre grand jeu de rôle dans quelques émissions, Stormbringer. On refile déjà la mèche. Il a aussi bossé sur peut-être le premier jeu de rôle de science-fiction, Starfaring. Oui. Avant le jeu de rôle dont on a parlé. Il y a une petite polémique, disons, l'histoire voudrait que Starfaring, son jeu de science-fiction, ait été prêt à la production avant Metamorphosis Alpha, mais Metamorphosis Alpha est paru avant. Alors ça se joue à quelques mois. Ça se joue à quelques mois. Polémique habituelle, on va dire. Exactement, la polémique habituelle. Mais ça, c'est effectivement lui qui a eu cette idée d'un jeu de science-fiction aussi, dès le début. Voilà, Tunnels and Trolls chez Bison Volant à l'époque, un ovni est créé par l'extraterrestre Ken Saint-André. Essayez de retrouver certains éléments, ça vaut le coup d'œil, le coup de lecture surtout. Et vous pouvez y jouer tout seul, ne l'oublions pas. Avec toutes les propositions de livres-jeux. Donc merci de nous avoir suivis. Merci. JDR Factory, 7e émission, Tunnels and Trolls. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci à tous. À très vite. Au revoir.